est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Alerte rouge à La Réunion. Le cyclone Batsirai est attendu au plus près des côtes cette nuit. Le système dépressionnaire impacte aussi l'île Maurice sur sa trajectoire Madagascar, même si on n'y est pas encore. Vive émotion ce mercredi au cimetière de Manzarsoua, Mtsapéré, la dernière demeure de Maolida Bonaidi. L'homme a été mortellement agressé par une bande de jeunes lundi soir à Cavani. Des jeunes qui font la loi à Mayotte, qui sombrent dans la violence, la délinquance, en tout genre. Le thème du film Tropique de la violence qui sera diffusé en avant-première demain soir au cinéma de Chirongui. Manuel Chapira, le réalisateur, sera avec nous. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Les Réunionnais invités à se confiner. L'île est passée en alerte rouge. Le cyclone Batsirai devrait passer au plus près des côtes vers 4 heures du matin. Voyons ensemble les premières images des intempéries au sud de l'île, première région affectée. Reportage à Petite-Île avec Loïs Mussard, Olivier Murat. Des bourrasques de vent qui malmènent la végétation, les branchages des arbres qui plient mais résistent encore. Batsirai s'approche et ses effets sont déjà visibles sous un ciel bas et lourd avec pour horizon un épais mur d'eau inquiétant. La houle se fracasse contre la côte et dans les hauts, les pluies alimentent les ravines comme celle du centre-ville de Petite-Île, un spectacle rare qui suscite prudence et admiration au sein de la population. En même temps, un peu de crainte mais un peu d'excitation aussi. Le cyclone, il est bien aussi en fait, n'a pas que du mauvais. Il permet aussi d'assainir, il est bien les cyclones aussi, bien. Rapidement, des mesures préventives ont été mises en place par la municipalité pour parer à toutes les imprudences sur une commune souvent menacée par les crues. Nous sommes aujourd'hui de toute façon rodés à ce genre de situation et la quinzaine de radiers que nous avons sur le territoire communal sont suivis de très près par l'ensemble des équipes des services techniques. Alix et son épouse rebroussent chemin, le geste est rodé, ils connaissent bien les cyclones, mais cela fait bien longtemps qu'ils n'ont pas été confrontés à de gros dégâts. Un petit peu quand même, mais bon, on est déjà assez âgés, donc on a déjà vu pas mal de cyclones, donc on n'est pas plus inquiet que ça quand même. On a fait nos provisions, il n'y a pas de souci. Sur la commune, 13 familles ont été identifiées comme particulièrement exposées au risque. Si la situation continue à se dégrader, elles seront prioritairement accueillies au sein des 5 centres d'hébergement mis en place à Petite-Île. Et Batsirai a évidemment contraint les compagnies aériennes à changer leur programme, à l'instar d'Air Austral chez nous. Ainsi, le vol Mayotte-Réunion de cet après-midi a été avancé à 10h45. Celui de demain, tout simplement, annulé. Vous l'aurez compris, les liaisons entre les deux départements sont pour l'instant perturbées. Écoutons à ce propos Jonathan Lacombe, responsable exploitation à l'aéroport de Pamandzi, au micro de Daroche Daou et Aurélien Février. Nous, finalement, pas grand impact pour l'aéroport de Mayotte. Notre feuille de route, c'est de rester au maximum opérationnel, donc l'aéroport ne va pas fermer. Les seuls impacts, ça va être finalement des impacts sur la ligne commerciale entre La Réunion et Mayotte, puisque l'aéroport de La Réunion est fermé depuis ce jour. À côté de ça, le trafic sur le reste de la région, donc trafic Comores, trafic sur Nairobi, reste lui maintenu et n'est pas impacté. Voilà, donc, certaines compagnies, certains transporteurs nous ont contactés pour essayer d'abriter leurs avions et pour les protéger, éviter qu'il y ait des dégâts sur la Réunion. Donc c'est pour ça que vous voyez notamment derrière moi le 787 d'Air Austral. C'est un avion qui est arrivé ce midi et qui repartira vendredi matin une fois que le phénomène se sera apaisé sur la Réunion. On poursuit avec l'allègement des mesures de freinage face au Covid. Dès demain, le port du masque n'est plus obligatoire, mais reste fortement recommandé dans les lieux ouverts à très forte densité. Le cas des bus scolaires, des barges, des taxis, des commerces, des salles polyvalentes ou encore les lieux de culte, nous dit la préfecture. L'organisation de Voulé et de Manzaraka reste toujours interdite. C'est le cœur lourd cet après-midi que les habitants de Mtsapéré ont accompagné Maolida Bonaidi dans sa dernière demeure. Enterré au cimetière de Manzarsoua, le père de famille de 44 ans a croisé malencontreusement lundi soir des jeunes délinquants qui lui ont ôté la vie. Hachim Saïd Hachim, Maolida Bonaidi. L'émotion est profonde dans ce quartier de Mtsapéré. Après la prière mortuaire, Maolida Bonaidi est porté par ses proches jusqu'à sa dernière demeure. C'est un monsieur qui n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Pour vous dire que même une mouche, il n'était pas capable d'agresser une mouche. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une très très grande tristesse. Maolida Bonaidi a été assassiné ce lundi à Cavani Sud en début de soirée.
Une mort qui suscite beaucoup d'interrogations. Que les autorités judiciaires puissent vraiment nous éclaircir le pourquoi du comment, qu'aujourd'hui Abdourahmane Maolida Bon Aïdi soit assassiné sans raison, parce que pour nous c'est sans raison, et qu'on en sache la vérité de ce qui s'est passé. Maolida Bon Aïdi, architecte de métier, est parti à l'âge de 45 ans. Il laisse 2 enfants qui vont devoir bâtir le restant de leur vie sans leur père. Et l'enquête se poursuit autour de ce meurtre. 6 personnes, essentiellement des mineurs, ont été interpellées depuis hier, apprend-on de sources policières. Et sachez que pendant l'inhumation de Maolida Bon Aïdi au cimetière de Manzarsoua, une bande de jeunes est venue provoquer, semble-t-il, ceux qui creusaient la tombe de la victime, ce qui a créé une certaine tension sur place. Les jeunes ont été poursuivis et la police est intervenue à coups de tirs de gaz pour disperser la foule. La délinquance juvénile, un vrai fléau à Mayotte, fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur. En 2021, par exemple, les faits de délinquance générale ont augmenté de presque 8%. La délinquance est justement l'un des thèmes abordés dans le film Tropique de la violence, tourné en grande partie à Mayotte et diffusé en avant-première demain soir au cinéma de Chirongui. Je vous propose d'en voir un extrait avant de nous entretenir avec le réalisateur du film. Wanyu, vamos puxar na samiri comes. Mrengue peixe tu para o comes, zanteno mes, esmanga co. Eu ama bardiaio. Après wanyu comes, muscala barjo mes, mataxi wa zungo pièce mes bem. Et toi mon, tu sais quel flic tu cherches? Et avec nous sur ce plateau, le réalisateur Manuel Chapera. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, votre film, Tropique de la violence, est une plongée dans l'enfer d'une jeunesse livrée à elle-même, un quotidien qu'on ne connaît que trop bien à Mayotte, puisque cette jeunesse aujourd'hui tue, on l'a vu dans ce journal, mais ce n'est pas cette réalité-là forcément que vous voulez montrer. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer dans ce film? Alors, Tropique de la violence, c'est une fiction de cinéma. Mais moi, quand je suis venu sur l'île, ce qui m'a étonné, donc c'est un département français où il y a des choses magnifiques et aussi beaucoup de dénûment. C'est sûr que ce film, il raconte plutôt le dénûment. Et j'espère qu'il y aura d'autres films qui raconteront, qui seront même des comédies. En tout cas, celui-là, il est dur, même si je crois qu'il y a un peu d'espoir. Mais il raconte un endroit surtout que dans le reste de la France, on ne connaît pas. Et l'idée du film, c'est de parler, c'est en fait de sortir un peu aussi à un endroit de l'indifférence. Et j'espère que le film, en fait, on va parler de Mayotte, on va mieux comprendre Mayotte. Et même à Mayotte, peut-être qu'il y aura plus de discussions, je ne sais pas. En tout cas, c'est aussi montrer qu'ici, on peut faire un film, parce que quand on nous a dit qu'on voulait faire ce film ici, on nous a dit que c'est impossible de faire un film à Mayotte. Là, c'est le premier film de cinéma qui est tourné ici. Non, ce n'est pas le premier. Il y a eu Paradis amer en 2014. C'est de cinéma. Enfin, oui, tout à fait. C'est très bien, mais c'était un film de télé avec certaines contraintes. Là, on est parti un peu dans quelque chose de plus libre. On est parti filmer dans les bangars. On est parti filmer avec des jeunes d'ici qui n'avaient jamais joué et qui sont d'excellents artistes, comédiens qui sont prêtés au jeu. Il y en a qui ont appris à lire pour le tournage. Et justement, vous avez gardé contact avec eux ou pas? Est-ce qu'ils ont vu ce film ou pas encore? Ils viendront demain à l'avant-première avec tous les gens de l'île qui ont participé. Toute l'île nous a aidés et vraiment des gens de partout. Voilà. Donc en gros, c'est une réussite de montrer qu'on peut faire un film. Et la fiction aussi, parfois, elle permet de comprendre des choses et de passer un peu au-delà de la réalité qui parfois est tellement dure. Et je ne sais pas, en tout cas, moi, je sais que je fais de la fiction parce que c'est une manière d'imaginer, de communiquer en fait. Vous dites justement que ce film fait du bien. On a du mal à travers même le titre. On rappelle que c'est une adaptation du livre de Natacha Apana. Comment ce film, Tropique de la violence, peut faire du bien? On a du mal à savoir comment. Dans les 2 prochains mois, il va être montré. Moi, je serai là toute la semaine prochaine aussi dans les collèges, dans les lycées. On va discuter. On va raconter aussi ce que c'est déjà que le cinéma. Donc ici, il n'y en a jamais eu. Pourquoi il n'y a jamais eu de film de cinéma à Mayotte? Cinéma. Voilà, donc on va raconter ce que c'est et puis on va parler et puis chacun va pouvoir s'exprimer. Et ceux qui ont joué dedans, ils jouent un rôle. Ils sont pas forcément comme ça, mais ça leur fait du bien. On leur a fait confiance. C'est l'occasion d'aborder des sujets qui sont
évidemment très douloureux, où on est parfois dans des impasses. Et bien là, justement, c'est un petit peu une manière d'essayer le dialogue, de communiquer. Voilà, merci. Même si, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuel Chapira, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes le réalisateur de Tropique de la violence, qui sera en avant-première demain 19h et jeudi 19h au cinéma de Chirongui, mais uniquement sur invitation. Plus de 1600 cases en tôle détruites en 2021 dans le cadre de la loi Elan. Le baromètre annuel de lutte contre l'habitat illégal vient d'être publié par la préfecture. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout des tensions qui ont éclaté par la suite, comme nous le rappellent Yasmine Jaffar et Jamila Swadiki. 1652 cases en tôle ont été détruites dans 9 communes de Mayotte l'année dernière. Des chiffres brandis comme une fierté par la préfecture, elle qui ne visait que 800 démolitions en 2021. Mais c'est dans la douleur que les opérations ont été menées. Koungou a particulièrement marqué les esprits. Les 1052 cases illégales détruites au lieu-dit Jamaïque puis Karobolé ont eu comme conséquence l'incendie des locaux de la mairie et même des intrusions et actes de vandalisme dans les maisons des riverains. Chirongui, Bandaboua, Dembeni, Boueni, Tsingoni, Mamoudzou ont vu également des zones insalubres, ni raccordées à l'eau courante ni à l'électricité, disparaître sous les coups des tractopelles. Les 3 homicides perpétrés en janvier 2021 à Dzaoudi l'abattoir ont permis de cibler les quartiers Sétam et La Vigie, base arrière des délinquants. Ouangani, commune rythmée par les affrontements entre bandes rivales, notamment à Kahani. Un vaste bidonville a été rasé, toujours dans le cadre de la loi Elan. Pour 2021, 3 millions d'euros ont été injectés dans la lutte contre l'habitat illégal et 589 étrangers en situation irrégulière renvoyés vers les Comores. On parle de tout à fait autre chose maintenant. Après une première phase de recensement de la population l'an dernier à Mayotte, à noter la reprise de la campagne demain et ce jusqu'à la mi-mars. 12 communes sur 17 sont concernées, sans agents recenseurs mobilisés. On en parle avec vous, Bertrand Auman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de service régional de l'INSEE. Alors, les derniers chiffres de recensement datent de 2017 et sont toujours très controversés. De nombreuses personnes nous ont rapporté, par exemple, ne pas avoir été démarchées à l'époque par vos agents. Comment être sûr, cette fois, que ces données-là, aujourd'hui, reflèteront bien la réalité ? Alors, bon, le recensement, je l'ai déjà expliqué, il est prévu maintenant sur un cycle de 5 ans et on aura les résultats de la population de Mayotte au bout de 5 ans. Par contre, on a aussi publié aujourd'hui le nombre de naissances et de décès à Mayotte en 2021. Et donc, on assiste pour la première fois, on a franchi le cap des 10 000 naissances. On a un solde naturel qui est de 9 500 personnes, pas loin. Et donc, ce solde naturel, enfin, entre le nombre de naissances et le nombre de décès, plus le solde migratoire, nous permettent d'actualiser la population chaque année. Et donc là, pour Mayotte, en 2022, 1er janvier, on peut dire qu'il y a 300 000 personnes à Mayotte. Oui, d'ailleurs, vous dites, selon vos estimations, 299 350 personnes. Ça a l'air quand même assez précis. Ce ne serait pas des estimations à minima pour le coup ? Non, ce n'est pas des estimations. Là. C'est l'enregistrement des actes de naissance et des actes de décès. Donc, c'est des déclarations qui sont faites en mairie. Donc, c'est tout à fait officiel. Et les imprimés qu'on remplit en mairie sont automatiquement transférés à l'INSEE qui les stocke dans une base de données. Alors, pour revenir justement à l'enquête en elle-même, alors il y aura un recensement sur Internet, vous me direz si je me trompe, il y aura aussi du porte-à-porte, mais on sait qu'une partie de la population habite dans des lieux escarpés, pas toujours faciles d'accès, parfois même dangereux, ce qui signifie par extension que certains endroits seront d'office écartés du recensement, non ? Pas du tout. Le recensement, il est organisé par l'INSEE, mais c'est les mairies qui organisent la collecte. Nous, on contrôle et on supervise. Et ces agents recenseurs sont recrutés par les mairies. Ils connaissent le territoire, ils vont partout. Et les chiffres qui sont de population de recensement sont ensuite contrôlés par l'INSEE, mais validés aussi par les mairies. Et comment vous contrôlez ça ? Puisque vous n'êtes parce qu'il y a des agents recenseurs, mais il y a aussi des coordonnateurs communaux. Alors, le processus, il est long, si vous voulez. Il y a une enquête cartographique qui a lieu fin d'été, l'année d'avant, en octobre, se termine en octobre. C'est validé par la mairie, cette enquête cartographique. Donc, c'est des agents de l'INSEE qui vont sur le terrain, qui répertorient tout le bâti.
Et donc c'est validé par les mairies. Et ensuite, les agents recenseurs, avant de commencer la collecte du recensement, ils vont aussi sur le terrain, ils remplissent un carnet de tournée, ils mettent encore à jour tous ces bâtis. Et donc après, ils font la collecte avec leur carnet de tournée. Donc il n'y a pas d'oubli. Et on va partout. Et j'invite les gens à aller suivre nos agents recenseurs, ils verront bien. Merci beaucoup, en tout cas Bertrand Omand, d'avoir répondu à nos questions par rapport au recensement qui commence demain jusqu'à la mi-mars. Exactement. On va prendre l'air à présent sur les crêtes de la commune de Chirongui en compagnie d'une classe de CE2 de Mtsamoudou. Alors pourquoi emmener les élèves sur ce site particulier et pas ailleurs? On voit cela avec Zora Abdou Café, Daniel Abdou. Il y a 5 sites. Donc la première site s'appelle la rivière sucrée. La deuxième, c'est la montagne aux esprits. Ensuite, on ira voir la grotte de Tanmalandi. Le programme est donné pour ces 23 élèves qui vont à la découverte des hauteurs de Chirongui. Après quelques explications, ils partent pour traverser la forêt jusqu'au premier site, la rivière sucrée. L'eau de la rivière en saison de pluie, elle a cette couleur-là. C'est cette terre de couleur blanche qui s'appelle Tanmalandi qui donne un goût sucré à l'eau de la rivière. Les enfants découvrent un peu plus loin d'où vient la couleur de la rivière sucrée, une grotte de kaolin toujours en exploitation. Comme vous pouvez voir, les coups de pioche de Chombo qui sont tout autour. Souvent, des dames du village de Chirongui viennent ici pour extraire cette argile blanche pour faire des pâtes ou des petits pains de Tanmalandi pour ensuite les vendre chez elles. Le kaolin est une révélation pour ces enfants. Pourquoi la grotte vous a plu? Parce que c'est un médicament, si on a mal au ventre. Cette sortie pédagogique s'inscrit dans un projet annuel de faire découvrir le patrimoine immatériel de l'île à ses élèves. Cette classe a déjà visité la mosquée de Tsingoni avant les vacances de décembre. Donc aujourd'hui, c'est une continuité. La ville de Chirongui regorge de sites très intéressants dont vous voyez aujourd'hui. Donc c'est important que les enfants puissent visiter ces sites-là. Ces élèves de CE2 de l'école élémentaire de Mtsamoudou auront la chance de faire d'autres excursions programmées avant la fin de l'année avec toujours le même objectif, découvrir les richesses patrimoniales du département. Lui aussi était une richesse. Ce soir, nous avons une pensée appuyée pour Kolo Mangara, ce fervent défenseur de la culture mahoraise, de ses chants, de ses danses traditionnelles. Nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 90 ans. Kolo Mangara, originaire de Sohoa, est décédé à La Réunion. On le voit ici en mai 2007 dans le cadre du concours Mayotte Fleurie à Koropa. Nous pensons évidemment à ses proches. Je vous laisse apprécier. Ana zululu, 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 ana zululu. Oi mengo, sokana. Oi mengo, oi mengo, akimu. Oi mengo, oi mengo, oi mengo. Avant de nous quitter, sachez qu'il n'y a pas de Kala Wadala ce soir à la place des 20h. Nous vous proposons une émission spéciale autour du coronavirus qui a fait son apparition il y a 2 ans déjà. Sophie Vengadassalom d'Outre-mer la première recevra des médecins, des épidémiologistes et chercheurs pour faire le point sur la situation et évoquer les enseignements à tirer de la crise sanitaire. Dernière information, toute dernière avant de nous quitter. On m'apprend à l'instant que les 6 personnes interpellées dans l'affaire du meurtre de Maolida Bonaidi seront déférées au parquet demain. Nous reviendrons évidemment sur cette affaire. Fin de cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve dans quelques instants pour le journal en Chimoré. Très belle soirée à vous.